vrai que c'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette belle idée de la cité universitaire. Là, bon, c'est vrai qu'il faut raconter un peu la petite histoire. Là, on est dans une idée de l'après-guerre pour favoriser les échanges, la culture, la paix. Et voilà, on s'y sent à l'aise, c'est pour ça qu'on est venu ici. Peut-être quelque chose à rappeler aussi pour l'histoire, hein, dans le même élan en fait de cette après-guerre. En 1919, il y a une autre idée qui est née, ce sont les sociétés nationales des Croix-Rouges et Croissants-Rouges qui commençaient à se créer et tout d'un coup se sont dit il y a un intérêt à se coordonner, à travailler ensemble. Donc il y a tout juste 100 ans, naissait la Fédération internationale des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges, qui s'appelait à l'époque la Ligue. Mais c'est important de le mentionner parce que c'est un mouvement, c'est un réseau qui n'a cessé de grandir depuis. On parlait ce matin d'enjeux entre des acteurs locaux, nationaux, internationaux. C'est vrai que là, on a un mouvement qui ne cesse de grandir et qui est représenté par des associations nationales, par des sections locales dans les communautés et par des organes ou entités internationales. Et en fait, en plongeant un peu, on a fait les historiens, moi je suis allée plonger dans les archives et dans les statuts. Dès 1919, en fait, les statuts de la Fédération soulignaient déjà la nécessité de promouvoir le bien-être de l'humanité en faisant profiter au plus grand nombre les bénéfices de la science et ses applications. Alors, pour commencer cette cérémonie, on va relever le défi avec vous. Alors c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, au-delà du plaisir de le remettre, finalement, un prix, à quoi ça sert? Pour nous, les prix sont un instrument de lien essentiel. Ils nous permettent d'agir différemment avec les chercheurs. Vous avez vu ce matin, vous avez entendu et échangé avec des chercheurs lauréats de bourses postdoctorales. Et là, en fait, avec les prix, nous, on peut s'extirper de la temporalité et du cadre très défini de nos bourses postdoctorales pour mettre en lumière, alors ça peut être un parcours de recherche, ça peut être toucher du doigt une question qui est plus d'actualité et qui a été déjà étudiée par un chercheur, ça peut être échangé autour d'un ouvrage, récompenser des approches qui sont plus innovantes ou audacieuses, ou tout simplement aller à la rencontre de nouveaux terrains qui ne sont pas explorés à travers nos bourses postdoctorales. Et les lauréats des prix entrent dans notre communauté de chercheurs. Ils nous éclairent quand on est un peu perdu. Ça arrive, et ça c'est assez formidable. Stimuler la recherche, ça ne se fait pas tout seul, c'est une question d'équipe, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concertation et de participation. Donc nous, on prend souvent nos téléphones et on dérange nos anciens lauréats de nos prix et de nos bourses pour réfléchir ensemble. Et c'est vrai, on peut le dire, pour nous, un prix a de la valeur. Une valeur pour laquelle le Fonds AXA pour la recherche et la Fondation se sont bien trouvés. Marie Bogotage, qui est la directrice du AXA Research Fund, et Ulrike Döcken, qui est Head of Communication, devaient être là aujourd'hui. Elles ont vraiment été empêchées à contre-cœur et tenaient à me le faire souligner. Voilà, donc les prix, ce n'est pas... Enfin, on peut dire, finalement, un prix, c'est un petit moment dans une année. Non, pour nous, un prix, c'est quelque chose qui commence aussi. Et je peux vous garantir qu'avec tous nos anciens lauréats des prix, on est en contact et on continue beaucoup à échanger. Donc ce programme de prix 2019 va attribuer 2 prix de recherche dotés de 5 000 € chacun dans 2 catégories. La catégorie santé et lien social, la catégorie action humanitaire et catastrophe. Et le jury des prix a décidé d'attribuer un prix honorifique supplémentaire pour récompenser une carrière scientifique engagée et exemplaire dans les domaines de l'action humanitaire et sociale. Je tenais à remercier notre jury. Il n'est pas là aujourd'hui, mais ils ont beaucoup travaillé sur les dossiers. Il s'agissait d'Éloi Fiquet, qui est anthropologue et historien à l'EHESS, Alessia Lefébure, qui est sociologue et directrice des études à l'EHESP, Johanna Durand, qui est responsable des partenariats à l'IRD, Malika Haït Mohamed Parent, qui est experte internationale anti-fraude et corruption,
dans le secteur de l'aide et qui a été sous-secrétaire générale de la Fédération, et Marie Bogotage du AXA Research Fund. Professeur Bringer, vous êtes président de notre conseil scientifique, professeur des universités à l'université de Montpellier. Vous avez été doyen de la faculté de médecine de Montpellier pendant 10 ans et vous êtes membre de la Conférence nationale de santé, président de l'espace régional de réflexion éthique en santé au CHU de Montpellier. Vous êtes très engagé sur les questions de diabète, que ce soit auprès du ministère ou de la société francophone. Donc votre engagement, la médecine, la société civile, la Croix-Rouge et la Fondation. Je vous remercie d'avoir accepté de présider cette cérémonie de remise des prix qui nous tient tant à cœur. Ce matin, nous avons assisté à un échange d'angles de vue qui est la substance même de la réflexion éthique, quel que soit le champ où s'applique un regard éthique. L'action humanitaire demande un regard éthique et donc toujours une pluralité d'angles de vue. Construire une action, quelle qu'elle soit, dans le sanitaire, dans le social, avec un seul angle de vue, est voué à l'échec et à des effets collatéraux inattendus pour ceux qui n'ont que cet angle de vue. Et donc il est sûr qu'on a vu ce matin que, comme toute action, il y a des effets bénéfiques, mais il y a des effets secondaires. Et il faut, comme disait Hannah Arendt, penser ce que l'on fait avant de le faire. Et c'est le but de la recherche. C'est finalement mieux penser ce que l'on fait pour ne pas avoir trop d'effets collatéraux et d'effets inattendus dans des actions humanitaires qui, bien sûr, veulent le bien, mais peuvent, à leur insu, faire du mal. Si vous le permettez, pour moi qui suis un praticien hospitalier, c'est la même chose dans le médicament. Le médicament est fait pour faire du bien, mais il s'avère qu'il a des effets secondaires qui poussent, pour certains, avec leur spécificité, peut dépasser le bien attendu pour la majorité. Et donc, c'est une réflexion importante que de conduire et de stimuler une recherche pour réduire ces risques qu'on a bien vus ce matin, parfois de déviance de ce que l'on attendait. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que je vois aujourd'hui, c'est finalement de regarder les choses en face et de dire l'humanitaire, comme bien des actions humaines d'envergure, doit pas seulement répondre à la rationalité et à la logique de ceux qui le conçoivent. Il doit répondre à de multiples angles de vue, dont en premier lieu la culture de terrain et la capacité de ceux qui sont sur le terrain à bien voir les besoins et à regarder très vite les déviances qui peuvent apparaître. Nous allons remettre des prix et un certain nombre de personnes ont accepté de le faire, je les en remercie. J'introduirai en premier lieu Maître Philippe Riefmann, qui est non seulement bienvenu, mais qui est légitime dans la remise de prix à Madame Koudiasso, dont il parlera. Et Philippe Riefmann est un spécialiste reconnu du droit des associations et fondations, avocat au barreau de Paris,
Il a dirigé le master Coopération internationale, Action humanitaire et politique de développement de l'Université Paris 1. Bien sûr, il est investi depuis fort longtemps dans de nombreux enseignements universitaires de formation continue dans des instituts, mais aussi auprès des administrations, entreprises, associations et fondations. Philippe Riefmann, de surcroît, rédige et a rédigé un grand nombre de tribunes, d'articles, avec un rôle de rédacteur dans différentes revues, des chroniques du monde de l'économie et bien sûr ses interventions à France Culture. Voilà Monsieur Riefmann. Merci Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, et je suis très heureux d'être ici avec toutes et tous. Je suis aussi très heureux parce que finalement, Monsieur le Professeur et Virginie Troy, vous avez dit à peu près ce que je voulais dire, donc je ne vais pas avoir beaucoup de choses à rajouter. Peut-être un souvenir personnel quand même. Je suis proche, j'accompagne cette fondation, quand elle était fonds de dotation et aujourd'hui fondation, donc depuis son origine. Je me souviens finalement de la première remise des prix il y a quelques années et je vois le chemin parcouru. Le chemin parcouru à la fois par la dimension qu'a prise la fondation, la dimension qu'ont prise les bourses de recherche et la dimension aussi des prix aujourd'hui. Et donc, juste un petit souvenir, la première remise de prix avait eu lieu, c'était toujours à peu près à cette époque de l'année, mais c'était au tout début septembre, un forum qui s'appelle le Forum Convergence et qui est organisé annuellement à l'ancienne bourse, donc au Palais Brongniart, au centre de Paris. À l'époque, c'était une petite salle que le fonds de dotation avait eue. Entre eux, un petit peu, il fallait la trouver. C'était une petite salle sur un programme très vaste, dans un forum qui rassemble les ONG, les entreprises d'économie sociale et solidaire. Et il y avait un tout petit peu de monde. Et essentiellement, il y avait les lauréats et puis quelques personnes du fonds de dotation. Mais on était content d'avoir pu le faire. Et quand je vois aujourd'hui la dimension que ça a pris, je me dis quel chemin parcouru, non seulement évidemment pour les prix, mais aussi pour l'ensemble des activités de la Fondation et l'élargissement de ces activités. Et je crois que ça témoigne aussi finalement de... je suis aussi, je suis juriste, je suis aussi sociologue, ça témoigne aussi en quelque sorte de l'utilité sociale finalement de l'action de la Fondation dans l'ensemble Croix-Rouge française et finalement de cette utilité à travers cet appui tout à fait nécessaire à la recherche. C'est quelque chose aussi qui, moi, me touche profondément parce que j'essaye depuis assez longtemps de m'engager pour ça et d'appuyer pour ça la recherche francophone, la recherche en langue française, non pas pour faire une sorte de culturalisme à rebours, mais parce que cette recherche francophone sur ces questions humanitaires et sociales est une recherche extrêmement importante qui n'est pas suffisamment valorisée et la Fondation, je crois, y contribue précisément. Alors je vais, donc on m'a demandé de remettre le premier prix, donc je vais appeler la lauréate ou le lauréat. C'est un petit côté un peu comme on fait dans les festivals, vous savez. En général, il y a un petit peu de musique, alors peut-être Virginie, l'année prochaine, il faudrait prévoir un peu de musique comme ça pour lancer, voilà. Et donc, je vais donc découvrir avec vous et révéler donc le nom de première lauréate ou du premier lauréat. Et donc, le jury
des prix de recherche, mesdames et messieurs. Le jury des prix de recherche 2019 de la Fondation Croix-Rouge française et du Fonds AXA pour la recherche a décerné le prix dans la catégorie santé et lien social à Madame le docteur Koudia Sow, médecin en santé publique, docteur en socio-anthropologie. Donc, docteur, si vous voulez bien nous rejoindre sur cette estrade. Vous êtes docteur en socio-anthropologie, je le disais, médecin en santé publique au Centre hospitalier national universitaire de Dakdofane à Dakar, au Sénégal. Et vous menez des travaux transdisciplinaires en santé. Et votre engagement porte aussi sur le renforcement de l'action publique par des collaborations avec la recherche. Merci d'être avec nous et félicitations d'abord. Et nous allons voir une petite vidéo qui va vous présenter vos travaux. Bonjour, je suis Dr Ndeye Koudia Sow, je suis médecin et anthropologue. J'ai commencé d'abord ma carrière en étant médecin, mais très vite j'ai été confrontée à des situations de souffrance pour les personnes qui étaient séropositives, des femmes et des jeunes, ce qui m'a emmené à poursuivre par des études de sociologie. Et après ces études de sociologie, j'ai travaillé dans le cadre de la recherche, d'une recherche, notamment la première, les recherches d'accompagnement de l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux. Et par la suite, j'ai travaillé à l'OMS et ensuite j'ai repris des études d'anthropologie. J'ai fait un PhD en anthropologie. Il y a quelques grandes thématiques sur lesquelles j'ai travaillé au cours des années. La première thématique, c'est la thématique du VIH. La thématique du VIH, ça a été vraiment de travailler dans le cadre des recherches d'accompagnement, sur les aspects sociaux de l'accès au traitement antirétroviral. Le deuxième point, c'est les questions de vulnérabilité de genre, notamment autour des aspects de la procréation. Donc, ce que nous avons montré, c'est que d'abord, une fois que les personnes retrouvaient la santé, notamment les femmes, l'un des premiers problèmes auxquels elles étaient confrontées, c'était d'avoir des enfants. Et plus qu'un désir d'enfant, c'était un besoin d'enfant qui était socialement valorisé, qui était un grand indicateur de leur identité féminine. La troisième grande ligne, c'était vraiment l'épidémie d'Ebola et la production sociale de la confiance, à savoir quelles étaient les mesures de santé publique qui avaient été prises et comment ces mesures de santé publique avaient été mises en œuvre, acceptées et mises en œuvre par les acteurs. Je pense que la Fondation Croix-Rouge a pris une excellente initiative qui consiste à véritablement promouvoir des recherches innovantes et à les valoriser. Pour nous, c'est important parce que l'image que nous avons de la Fondation Croix-Rouge, c'est une fondation qui agit dans l'humanitaire, qui agit dans l'urgence, qui agit dans les crises. Et le fait qu'elle s'intéresse à la recherche, c'est aussi qu'elle comprend que les activités qu'elle mène dans le cadre de l'urgence doivent être préparées et qu'elles doivent bénéficier des connaissances qui sont acquises par des personnes qui travaillent dans la recherche pour mieux intervenir. Donc la recherche d'aujourd'hui prépare l'action de demain. Je pense que c'est dans ce sens-là et que toutes les actions innovantes ou les recherches qui ont des résultats innovants, elle va les promouvoir afin de les intégrer et pour améliorer la performance de ces interventions. Avec le soutien de la Fondation AXA, je pense que ce prix valorise une forme de reconnaissance sur notre travail. Le travail d'une équipe en sciences sociales, de partenaires du Nord qui ont accompagné les chercheurs du Sud à l'émergence d'une certaine qualité, d'une certaine expertise reconnue. Et cet accompagnement a été continu pendant quasiment 20 ans. Cet accompagnement a été fait notamment par les équipes de l'IRD, de l'ANRS, qui ont financé ces recherches-là, mais également valorisation d'un parcours personnel, des sacrifices familiaux, du soutien des conjoints, de la famille, parce que la recherche nécessite des formes de désocialisation, d'isolation sociale qui sont parfois contraires aux normes que nous vivons dans un pays africain, notamment pour une femme qui est soumise à un certain nombre d'obligations sociales. Et je pense que cela montre pour des jeunes, pour des générations futures, que c'est possible, qu'on peut arriver à un certain niveau d'expertise reconnu internationalement en étant une femme africaine mariée avec une famille.
Docteur, j'ai donc l'immense plaisir de vous remettre ce prix, remettre ce diplôme, de vous adresser vraiment toutes mes félicitations au nom, entendu, de la Fondation Croix-Rouge française, mais également à mon nom personnel. Félicitations. Voilà. Et, alors, est-ce que vous me permettez juste de vous laisser, bien entendu, la place, avec grand plaisir, et peut-être vous poser juste. J'ai été très frappé par ce que vous avez dit à la fin de la vidéo. Donc, je voulais vous poser des questions à l'origine sur vos recherches, mais je pense qu'on peut facilement trouver sur Internet, et puis à travers vos travaux, des éléments sur ce que vous recherchez. Mais j'étais très frappé par ce que vous disiez sur une forme d'isolement et de désocialisation d'une femme chercheure africaine. Vous en dites quelques mots dans la vidéo, peut-être vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus, parce que, bien entendu, les chercheurs connaissent, de façon générale aussi, c'est que la recherche, c'est aussi une activité en équipe, mais c'est aussi une activité solitaire, mais vous évoquez ça plus large par rapport à votre société, peut-être vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus. Donc, je voudrais vous remercier tous, notamment la Fondation Croix-Rouge, ainsi que toutes les personnes qui ont eu l'initiative de ce prix, pour le plaisir que j'ai, à mon nom personnel, de recevoir ce prix. Je crois que vous l'avez dit, c'est une forme de valorisation d'un travail. C'est aussi sortir des gens qui sont dans l'ombre, et sortir des gens qui sont dans l'ombre, parfois vis-à-vis de leur propre famille. Je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont là dans ma famille ne savent pas très bien sur quoi je travaille ni ce que je fais. Donc je voudrais vous remercier pour cela, et je voudrais commencer mes remerciements en pensant très fort à mon père, qui était un médecin africain et qui, après 15 ans de travail, avec une femme et 7 enfants, est venu en France pour venir finaliser ses études de médecine et devenir un médecin, titulaire d'un doctorat en médecine, et qui est retourné en Afrique avec son épouse et ma mère, qui était institutrice, qui nous ont tous ici transmis d'abord le goût de l'effort, de la rigueur, mais aussi de la générosité. Et je voudrais dire merci à toute ma famille, à mes frères et sœurs, dont certains ont tenu aujourd'hui à être là, dire bonjour, leur dire aussi merci pour tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de cet accompagnement. Et notamment, je précise, je voudrais vraiment mettre le focus sur ma sœur Marie, qui a toujours été là, qui m'a accompagnée et qui est venue aujourd'hui avec ses amis. Mais véritablement, mon mari aussi qui n'est pas là, qui n'a pas pu venir, et mes 4 enfants, je voudrais les remercier parce que j'ai 4 enfants, dont la dernière vient d'avoir le baccalauréat et est en train de terminer, elle va commencer un cycle universitaire. Pour répondre à votre question sur l'isolement et ce travail de recherche, je voudrais dire que nous sommes Sénégalais et Wolof, et dans notre société, nous sommes soumis à un certain nombre d'obligations familiales, d'obligations sociales, qui font que nous sommes tout le temps sollicités pour nos propres familles, pour des baptêmes, des mariages. Mais en plus, quand vous êtes médecin, vous devez non seulement soigner les vôtres quand ils sont malades, mais aussi les accompagner dans le système de santé, être avec eux, servir d'infirmière, servir de pharmacien. Donc toutes ces normes sociales auxquelles vous êtes confrontés, cette double charge, en plus de vos charges familiales, vous ne pouvez les faire que si vous avez une famille qui vous soutient, qui vous accompagne, et un conjoint qui vous soutient. Parce que dans les normes socioculturelles de notre pays, il est très difficile pour un homme d'accepter que sa femme puisse avoir un double doctorat. Donc vraiment, à des moments donnés, j'ai été contrainte de me séparer de mes enfants et de venir poursuivre toute seule ici en laissant 4 enfants à la maison, des enfants, et ce qui m'a valu de nombreuses critiques, ce qui m'a valu de nombreuses
en tout cas de nombreuses difficultés et que j'ai essayé de maintenir et de pouvoir surmonter en mettant en place cette double capacité de travail, parfois au détriment de ma propre santé, mais ça vous impose un certain, je dirais, des certaines normes. Et vous n'avez ni le droit d'échouer sur le point de vue professionnel, ni le droit d'échouer sur le point de vue familial. Et ce que vous ne pouvez faire que lorsque vous avez un soutien. Donc merci à toutes ces personnes. Mais je voudrais terminer pour dire que si j'ai pu mener toutes ces recherches, c'est parce qu'il y avait une équipe derrière. Et les collègues, notamment des partenaires du Nord, l'ANRS, l'IRD, la Fondation de France, SIDAction ici présente, et tous mes collègues, notamment Alice Desclos, avec qui j'ai fait ma thèse d'anthropologie, Bernard Taverne, Gabriel Laborde, et Francis Akindes aussi, qui nous a soutenus. Toutes ces personnes-là ont été tout au long de cet itinéraire pour nous accompagner sur le point de vue professionnel, nous aider, la relecture des articles, ce travail collectif, mais aussi ce centre de recherche, ainsi que le ministère de la Santé, parce que je suis fonctionnaire et j'ai été détachée pour faire de la recherche, parce que je pense que les gens ont compris que je pouvais apporter une valeur ajoutée. Donc voilà, nous avons été formés dans cette approche d'anthropologie impliquée, d'anthropologues qui, avec les résultats de leurs recherches, peuvent faire bouger les lignes de leur système de santé. C'est pour ça que l'action de la Croix-Rouge se rapproche de ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire mettre nos résultats de recherche pour le renforcement du système de santé, pour faire bouger les lignes. Et nous pensons qu'en ayant soutenu la gratuité des antirétroviraux, en ayant aidé, légitimer le choix des femmes vivant avec le VIH à procréer, et aussi en ayant aidé notre ministère de la Santé à avoir une réponse à Ebola non stigmatisante vis-à-vis des personnes, nous avons pu faire avancer les choses. Il reste encore de nombreux combats à mener, mais nous pensons que déjà ces formes d'échange de la recherche, ces formes de valorisation de la recherche pourraient donner l'envie à un certain nombre de jeunes de se mettre sur ces aspects-là, mais aussi vous pourrez peut-être stimuler les financements à la recherche qui manquent tant. Je voudrais encore une fois vous remercier tous et vous souhaiter bonne continuation. Bien sûr, pour Madame Sow, il s'agit d'une étape, on l'a compris, quand le talent s'allie à la ténacité, au travail, il promet de belles choses et de nouvelles conquêtes. Le deuxième prix concerne l'action humanitaire et catastrophe. J'appelle Madame Anne-Cécile Bras qui va remettre ce prix. Anne-Cécile Bras est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris. Elle est journaliste, vous l'entendez, très impliquée depuis fort longtemps dans les sujets de migration, des aspects sociétaux et politiques, et bien sûr au sein de la rédaction de Radio France Internationale. Rédactrice en chef, Anne-Marie Bras anime depuis 10 ans, 2009, l'émission de Radio France Internationale « C'est pas du vent ». Vous abordez ainsi avec vos invités à travers de multiples reportages sur tous les continents, comment l'humanité tente de relever le défi d'apprendre à vivre harmonieusement sur une planète aux ressources limitées et aux risques certains. Voilà, donc vous êtes, vous aussi, Madame Bras, parfaitement légitime dans la remise du prix qui vient. Merci beaucoup, bonjour à tous. Moi je vais être très efficace. Oui, c'est vrai que je suis journaliste de terrain. C'est vrai que souvent, quand je suis beaucoup en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs là-bas, RFI, et c'est vrai que souvent, avec les reportages, on voit un décalage entre l'intention de l'aide humanitaire et l'action
On observe parfois des dons inadaptés, des causes oubliées, des aides détournées, et donc beaucoup de choses positives aussi. Là, je parle que du négatif, évidemment, mais il y a beaucoup de choses positives, mais c'est vrai que parfois on est un peu surpris, et comme nous, notre rôle, enfin moi, mon rôle de journaliste, c'est de tendre le micro aux gens, aux populations. C'est vrai que parfois il y a des réflexions où on se dit, tiens, pourquoi ils ont imaginé de donner tel type de semences à ces paysans alors que ces gens n'ont jamais mangé cela, par exemple. Bon, ça arrive. Et du coup, je trouve que cette démarche de la Fondation est vraiment pleine d'humilité et pleine d'intelligence, d'aller financer des chercheurs au Sud pour essayer de voir localement ce qui ne marche pas et faire remonter au plus près les besoins des populations en tenant compte des contextes socio-culturels. Je trouve que c'est vraiment une démarche utile, une démarche de fourmi, parce qu'il faudrait le faire à une échelle colossale. Mais vous l'avez entendu ce matin et vous allez l'entendre tout à l'heure. Je pense que les travaux des chercheurs à chaque fois apportent des petites pierres. Et comme vous le disiez, c'est un réseau. Donc je trouve qu'avec les dérèglements climatiques, on le voit aujourd'hui avec le rapport du GIEC qui est publié sur l'océan et la cryosphère, on sait que les catastrophes vont être de plus en plus importantes malheureusement. Et donc savoir que l'aide humanitaire se remet en cause et essaye d'aller au plus près des besoins des populations en s'accompagnant de la recherche, moi personnellement en tant qu'observatrice, je trouve ça rassurant. Donc, ce prix Action humanitaire et catastrophes naturelles est remis à, roulement de tambour, le jury des prix de recherche 2019 de la Fondation Croix-Rouge française et du Fonds AXA pour la recherche décerne donc ce prix Action humanitaire et catastrophes naturelles à Madame Sandrine Revet, directrice de recherche au Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Pour ses travaux anthropologiques sur les acteurs et les dynamiques sociales, politiques et culturelles à l'œuvre en contexte de catastrophes naturelles. Sandrine Revet, bienvenue parmi nous. On vous découvre en vidéo avant de vous entendre. Je m'appelle Sandrine Revet, je suis directrice de recherche à Sciences Po, au CERI, au Centre de recherche international. Je suis anthropologue. J'ai commencé directement à travailler très jeune, d'abord dans le cinéma, pendant 10 ans. Et puis, au sortir de cette expérience, je suis partie pendant 3 ans dans le monde de l'humanitaire. D'abord 2 ans à Madagascar, avec une petite ONG suisse. Et puis au Venezuela, pendant 8 mois sur un projet post-urgence après une catastrophe dite naturelle. J'ai eu envie, après ces 3 ans dans l'humanitaire, de prendre un peu de recul par rapport à cette action humanitaire qui avait soulevé beaucoup de questions. Et du coup, j'ai décidé de reprendre des études et j'ai intégré l'Institut des hautes études d'Amérique latine de Paris 3, où j'ai fait une maîtrise, puis un DEA à l'époque, et j'ai enchaîné sur une thèse. La première recherche portait sur la catastrophe du Venezuela, où je me suis donc intéressée à la catastrophe dans son ampleur, à la fois sa construction historique, quelles étaient les causes de vulnérabilité de la société qui expliquaient que ce phénomène naturel ait provoqué autant de dommages. J'ai travaillé aussi sur la question de l'intervention humanitaire, l'impact de cette intervention humanitaire sur les populations, les décalages qu'il peut y avoir parfois entre des projets qui sont pensés pour intervenir rapidement dans des temporalités avec des thématiques bien précises et un terrain local qui parfois n'est pas toujours en accord avec ces problématiques ou ces façons d'agir, donc les frictions qu'il pouvait y avoir entre les projets humanitaires et le terrain, et puis la question de la reconstruction. Je pense que c'est très important de connecter la recherche avec l'action de terrain. Les humanitaires sur le terrain ont souvent besoin de prendre du recul, c'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti et c'est la raison qui m'a amenée vers la recherche. Prendre du recul, se décaler, avoir des regards différents sur ce qu'on est en train de faire. Je dirais que c'est extrêmement important pour les acteurs sur le terrain
Et évidemment, pour les chercheurs, il est très très important de travailler en étroite collaboration avec les acteurs de terrain pour bien comprendre les dynamiques, pour bien les situer et non pas avoir un regard surplombant sur une action humanitaire que l'on jugerait comme ça toujours décalée. Ou, enfin, voilà. Et donc je pense que c'est une collaboration qui est absolument fondamentale. C'est absolument important qu'il y ait des acteurs comme la Fondation Croix-Rouge qui puissent faire ce lien, accompagner des chercheurs qui travaillent sur le monde de l'humanitaire, permettre de faire connaître ces travaux aussi, parce qu'en retour, il est important que les travaux des chercheurs soient lus, soient connus, soient discutés peut-être, soient même remis en question par certains acteurs du terrain qui vont rajouter ou critiquer ou discuter en tout cas les résultats de la recherche. Je pense que c'est un dialogue absolument important. C'est toujours très gratifiant et c'est un honneur de recevoir un prix de cet ordre-là. Par ailleurs, effectivement, ça engage quelque part d'une certaine manière à continuer et à produire aussi des discussions, des débats avec les acteurs concernés, avec les acteurs de l'humanitaire. À mon avis, c'est vraiment des motifs d'encouragement, on va dire, qui sont très valorisants. Voilà. Donc, voilà, Sandrine Revet, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, merci Anne-Cécile Bras, merci beaucoup à la Fondation et au Fonds AXA pour la recherche, pour la remise de ce prix. C'est un moment émouvant pour une chercheure comme moi qui a le parcours que vous avez peut-être découvert dans cette vidéo, c'est-à-dire pour quelqu'un qui venait pas à la recherche naturellement. Je suis venue à la recherche parce que ma pratique dans l'humanitaire me posait tout un tas de questions. Et donc j'ai entamé ce retour, cette reconversion un peu tardive. J'avais déjà une trentaine d'années quand je suis retournée sur les bancs de l'université pour, a priori, entamer un parcours qui devait être très court. Je m'étais autorisée 1 an pour faire une maîtrise, vous voyez. Donc, bon, ça s'est un petit peu prolongé. Et donc, ça prouve que quand on reçoit un prix comme ça, c'est que peut-être le virage n'a pas été trop mal pris. Surtout, ce qui me touche beaucoup dans ce prix, c'est que quand on est chercheur, on a parfois l'impression que nos recherches restent un peu dans des revues pour spécialistes, qu'elles sont assez peu lues. On tente de les diffuser, mais c'est toujours assez compliqué de savoir si on arrive à toucher finalement les acteurs et les personnes pour lesquelles on voudrait écrire. Et donc, ce prix prouve qu'effectivement, d'abord, nos recherches sont lues, et puis qu'il nous incite aussi à créer des espaces et à continuer à tisser du lien avec les acteurs avec lesquels on travaille. Alors moi, dans mes recherches qui viennent de se terminer, j'ai travaillé sur le monde des professionnels, des experts en catastrophe, qui ne sont pas seulement des acteurs humanitaires, il faut le dire, ce sont aussi des acteurs d'autres types de domaines, des gens de la protection civile, des gens des secours purs nationaux, on va dire, qui ne se définissent pas comme des acteurs humanitaires, ou bien même des scientifiques de la Terre, etc. Et ce que j'ai voulu, c'est vraiment essayer d'avoir un regard anthropologique, d'apporter un regard anthropologique sur les actions que mènent ces experts, c'est-à-dire aussi décaler un petit peu le regard et la question. On demande souvent, et c'est très bien, aux anthropologues d'éclairer le local, les populations locales, la vie du terrain.
Et je me suis dit, mais finalement, tous ces professionnels, on les met souvent dans un même sac. Et on se dit, l'international, l'humanitaire, les experts, et puis on ne leur attache pas beaucoup d'attention. Et il m'a semblé qu'il était important aussi de comprendre quelles étaient leurs visions du monde, quelles étaient leurs représentations, quels étaient leurs rêves, à quoi ils pensaient quand ils travaillaient. Et voilà, c'est aussi dans ce but-là que j'ai écrit ce dernier ouvrage, cette dernière recherche sur les coulisses du monde des catastrophes dites naturelles. Et voilà, et donc ce prix, évidemment, comme il a déjà été dit, ça vient conclure, enfin remercier un individu, mais un individu dans la recherche, ça n'existe pas. On est soutenu par un labo, donc le mien c'est le CERI de Sciences Po qui a absolument accompagné toutes mes recherches avec à la fois des financements, mais aussi toute une équipe de gens, et notamment une équipe administrative à qui je veux vraiment rendre hommage, parce que c'est des gens qui sont alors pour le coup bien dans l'ombre, et qui sont vraiment en appui à la recherche, et c'est très important de faire partie d'un laboratoire quand on est chercheur. Voilà, donc merci encore, et j'espère grâce à ce prix entrer dans ce réseau et de venir ouvrir des espaces de dialogue avec la Fondation. Merci beaucoup. Pour la deuxième fois de la journée, le professeur Gilles Carbonnier est bienvenu à cette tribune pour la remise du prix honorifique. Monsieur Gilles Carbonnier a été présenté ce matin pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne le connaîtraient pas bien. Je ne crois pas que ça existe beaucoup dans la salle. Gilles Carbonnier est un universitaire de renom, chercheur et directeur d'un institut renommé, vice-président du comité international de la Croix-Rouge, et à ce titre, nous le remercions d'être là encore cet après-midi. Bien sûr, spécialiste de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, avec une réflexion sur l'économie du développement et l'action humanitaire, 20 ans d'expérience dans ce domaine, et une expérience de terrain aussi, on l'a dit, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans différents pays, notamment l'Éthiopie. Vous avez été lauréat du prix honorifique de la Fondation de la Croix-Rouge en 2017. Donc, vous connaissez parfaitement les rouages de ce prix en ayant été un récipiendaire de grande notoriété. Merci donc de remettre ce prix. Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité scientifique, chère Virginie, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis. Effectivement, je suis la preuve vivante que l'on peut survivre à se voir décerner le prix honorifique et être encore là 2 ans plus tard pour vous en parler. Donc merci de m'avoir convié et d'avoir la chance de pouvoir octroyer le prix honorifique de la Fondation Croix-Rouge française 2019. Voilà, c'est un prix qui récompense, je crois, si j'ai bien lu, un parcours d'un académique, d'une personnalité du monde académique à travers ses recherches, ses publications et aussi son engagement citoyen, son engagement parfois de praticien dans le domaine humanitaire, dans le domaine social. Donc, pour l'année 2019, mesdames et messieurs, le jury des prix de recherche 2019 de la Fondation Croix-Rouge française et du Fonds AXA pour la recherche décerne le prix dans la catégorie prix honorifique au professeur Didier Fassin, médecin, professeur de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study de l'Université de Princeton aux États-Unis et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Je
vois que les micros réagissent aux applaudissements. Donc, prix décerné pour ses travaux, pour les travaux de Didier Fassin, sur les questions morales et la perspective novatrice qu'ils offrent sur l'analyse de l'humanitaire international et du traitement de la pauvreté, de l'immigration et de l'asile en France. Didier Fassin n'a pas pu être à Paris avec nous aujourd'hui, mais nous rejoint à distance depuis son bureau de Princeton. Pendant que nous lancerons la connexion, je vous propose de visionner la vidéo qui retrace son parcours de recherche. Et ensuite, je vais vérifier que nous sommes bien en connexion avec Didier Fassin à Paris et je prononcerai quelques mots sur 3 ou 4 aspects de son parcours d'exception qui méritent d'être connus avant de lui donner la parole. Je m'appelle Didier Fassin, je suis médecin clinicien de première formation et puis ensuite j'ai enseigné la santé publique et aujourd'hui je suis chercheur en sciences sociales et j'ai un poste de professeur à l'Institut d'études avancées de Princeton et puis je suis également directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. À côté de ce parcours au fond assez classique, j'ai toujours essayer d'avoir une forme d'engagement qui s'est d'abord développé d'une part avec des organisations non gouvernementales. J'ai travaillé avec plusieurs. Je suis devenu vice-président de Médecins sans frontières et puis aujourd'hui je suis président du comité pour la santé des exilés. Et d'autre part avec des organismes nationaux ou internationaux, des institutions publiques, la coopération française, la coopération suisse, l'Union européenne, ce qui d'une part a nourri ma réflexion et d'autre part, je dirais, m'a rendu plus modeste dans le travail critique qui me semble nécessaire en sciences sociales. Modeste parce que je savais moi aussi les difficultés qu'on pouvait rencontrer. J'ai eu plusieurs objets de recherche. J'ai commencé assez logiquement, compte tenu du fait que je suis médecin, par faire ce qu'on appelle de l'anthropologie de la santé, à laquelle j'ai essayé de donner une dimension politique. Et puis, progressivement, je me suis orienté vers ce que j'ai proposé d'appeler une anthropologie morale et politique, qui m'a conduit d'un côté à aborder la dimension positive et donc les politiques humanitaires. Dans un second temps, de l'autre côté, la dimension plus sombre, à savoir les questions de répression. Et dans les deux cas, il s'agissait de voir comment les questions morales et politiques se combinaient. Il faut bien savoir que lorsqu'on est chercheur et qu'on fait le type de travail d'observation longue que j'ai évoqué, on est tributaire de la connaissance et de la réflexion qu'ont les acteurs de terrain. Mais en retour, on leur apporte nous-mêmes une dimension de distance qu'eux-mêmes reconnaissent ne pas avoir. Et donc, d'une part, il y a cette intelligence sociale des acteurs, de l'humanitaire en l'occurrence, et d'autre part, il y a la réflexion distanciée que peuvent apporter les chercheurs. Et cette combinaison-là est, je crois, extrêmement utile pour des bonnes relations d'abord entre chercheurs et acteurs, et aussi pour une certaine transformation à la fois des pratiques scientifiques et des pratiques d'intervention. C'est une reconnaissance bien sûr personnelle, mais je crois que c'est plus encore une reconnaissance de l'importance de la collaboration qui peut exister entre le monde de la recherche et le monde de l'intervention et de la contribution spécifique qui peut être celle des chercheurs en sciences sociales à côté de chercheurs dans le domaine de la santé publique ou de la médecine clinique, contribution à l'action humanitaire, à l'action d'assistance plus largement. Donc, bienvenue. Je vais peut-être dire quelques mots
à propos de 4 aspects de votre parcours qui, à mon sens, méritent vraiment d'être relevés, en particulier dans le cadre de cette remise du prix honorifique. Puis vous passerez la parole pour que vous puissiez aussi partager avec nous, depuis Princeton, vos propos. J'aimerais peut-être d'abord souligner comme premier aspect l'excellence académique. Les nombreux ouvrages de Didier Fassin, rédigés pour la plupart en français, sont devenus des références internationales dans les divers domaines de spécialisation concernés. En tant que membre du CICR, je mentionnerai notamment son ouvrage intitulé « La raison humanitaire, une histoire morale du temps présent » qui a été publié en 2010 dans la prestigieuse collection des hautes études. Ou encore « Punir, une passion contemporaine » paru en 2007 au Seuil. Deuxième aspect que j'aimerais relever, c'est la pluridisciplinarité et le décloisonnement des disciplines. Comme on l'a entendu tout à l'heure, après des études de médecine et diverses missions de terrain, Didier Fassin conduit sa première étude anthropologique au Sénégal, au milieu des années 80, alors qu'il travaille avec l'IRD. Il s'intéresse notamment aux relations entre thérapeutes et malades en milieu urbain et en tire matière pour sa thèse de doctorat. Les recherches du professeur Fassin s'orientent ensuite vers de grands enjeux politiques et moraux contemporains, abordés notamment à travers une approche d'anthropologie politique. Donc médecin, sociologue, anthropologue, le parcours pluridisciplinaire de Didier Fassin offre un remarquable exemple du nécessaire décloisonnement des disciplines, qui est à mon sens plus nécessaire que jamais, notamment dans le champ des études humanitaires. Dès 2000, le professeur Fassin s'engage et dirige un programme sur les enjeux politiques, historiques et mémoriels du sida en Afrique du Sud, et parallèlement, il s'intéresse aux questions morales, politiques soulevées par la prise en charge de personnes en situation de précarité, prisonniers et détenus, migrants et réfugiés, orphelins du sida, entre autres. S'appuyant sur des enquêtes de terrain approfondies, ces recherches portent d'une part sur le développement de logiques compassionnelles et de pratiques humanitaires, et d'autre part sur le déploiement de politiques étatiques répressives. Ces travaux démontrent l'importance d'approches pluridisciplinaires pour traiter de questions de santé publique et de questions humanitaires clés. Troisième aspect que j'aimerais mentionner, c'est l'engagement citoyen. Didier Fassin n'est pas seulement un chercheur de haut vol, mais aussi un acteur social engagé. En marge de son parcours universitaire, il s'est consacré notamment à diverses activités citoyennes. Mentionnons ici ses activités à l'hôpital Avicenne de Bobigny, où il a fondé en 1996 l'unité Virmé pour les malades sans protection sociale ou titre de séjour. Nous avons entendu qu'il a été administrateur et vice-président de Médecins sans frontières. Il a pris dès 2006 la présidence du COMED, le Comité pour la santé des exilés, une ONG qui assure la prise en charge médicale, de même que l'assistance juridique et sociale de migrants et réfugiés. Par son double parcours de chercheur et praticien, l'engagement de Didier Fassin illustre les apports croisés entre recherche et action. Son parcours démontre la pertinence et l'intérêt d'aller-retour entre action et réflexion. Et le quatrième et dernier aspect que j'aimerais relever, c'est l'importance des liens entre les problématiques sociales et humanitaires. Les recherches et l'expérience opérationnelle de Didier Fassin aussi entre des questions de santé publique ou sociale en France et des questions humanitaires internationales. Au lieu de cloisonner et de séparer ces objets d'études et de recherche, il prend du recul et interroge de la même manière ces champs d'études et de pratiques en s'intéressant aux jeux d'acteurs, aux rapports de force et aux discours et représentations qui les sous-tendent. Il analyse la manière dont nos sociétés font face à l'intolérable et place toujours la personne vulnérable et la personne fragilisée au cœur de sa réflexion. Donc c'est effectivement un grand honneur et un plaisir de décerner le prix honorifique de la Fondation Croix-Rouge française à Didier Fassin, avec, je crois, les vives félicitations de nous tous. Voilà, rebonjour, cher Didier Fassin, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, nous vous entendons aussi. Est-ce que vous... D'accord, vous m'entendez aussi? Oui, je vous mets dans le micro, et puis on espère que ça permette de vous entendre assez bien. Et donc, vous avez entendu les quelques mots que j'ai prononcés
lors de la remise du prix et nous proposons Bien de sûr. vous donner la parole. Très bien. Est-ce que là, vous m'entendez à peu près correctement? Oui. Très bien. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire mon regret de ne pas être parmi vous. Comme on vous l'a dit, je me trouve actuellement aux États-Unis et il m'était vraiment très difficile de rentrer en France dans cette période qui est celle du début de l'année académique. Mais je vous écoute depuis le début de cette cérémonie. En fait, la communication est meilleure jusqu'à maintenant que ce que vous avez en ce moment. Je voudrais remercier la Croix-Rouge et les membres du jury pour ce prix, et puis aussi Gilles Carbonnier pour la très amicale et sympathique présentation qu'il a faite de mes travaux. Puis je veux aussi bien sûr féliciter les deux autres récipiendaires. Je voudrais dire que je suis extrêmement honoré par ce prix qui m'est décerné. Et je dirais même que j'y suis d'autant plus sensible que cette reconnaissance m'est donnée, bien sûr, par une très grande organisation qui était à l'origine du mouvement humanitaire contemporain, mais aussi pour laquelle je n'ai jamais travaillé. J'ai été un compagnon de route pour plusieurs associations qui œuvrent dans le domaine des droits humains, de l'assistance médicale et du développement social. Ils ont beaucoup compté dans mon parcours, notamment Frères des Hommes et Medicus Mundi, ensuite Médecins du Monde et Médecins sans frontières, et puis aujourd'hui, comme cela a été dit, le Comité pour la santé des exilés, le COMED. Et je dois beaucoup à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés dans ces divers cadres. Mais recevoir cet honneur d'une organisation à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion, peut-être l'honneur de collaborer, revêt donc une valeur particulière pour moi. Mais bien sûr, je n'ignore pas que trois des principes de la Croix-Rouge sont l'indépendance, l'impartialité et la neutralité, dont, en l'occurrence, elle fait preuve avec ce prix que je reçois. Alors, si j'ai été un compagnon de route de diverses organisations humanitaires, j'ai par ailleurs été également un analyste de ce qu'on appelle habituellement le mouvement humanitaire. Je l'ai étudié de l'intérieur, mais également de l'extérieur en tant que chercheur en sciences sociales. Et j'ai notamment voulu comprendre quelque chose de plus vaste qui caractérise l'époque contemporaine, et que j'ai appelé le gouvernement humanitaire, c'est-à-dire une manière de faire de la politique et d'agir dans le monde en mobilisant des sentiments moraux. Alors, par sentiments moraux, j'entends simplement la conjonction de la raison et de l'émotion, du sens de l'entraide et du ressort de la compassion. Au fond, à la fois l'idée d'appartenir à une même humanité et la manifestation d'un mouvement d'humanité. Je crois que ce gouvernement s'est considérablement étendu à la fin du XXe siècle et bien au-delà des organisations qui avaient donné à l'humanitaire ses lettres de noblesse, en incluant des États, des villes, des agences internationales, du niveau local au niveau planétaire, et tout ça pour faire face aux malheurs du monde, qu'il s'agisse de guerres, de famines, d'épidémies, de séismes, d'inondations, même de pauvreté. Et au fond, l'humanitaire est devenu un mot d'ordre global, au point que même des interventions militaires ont pu être qualifiées d'humanitaires ou bien justifiées au nom de l'humanitaire. Et donc, il y a eu dans cette période de la fin du XXe siècle une transformation de notre langage. On s'est mis à traiter la souffrance sociale et le traumatisme psychique, à s'intéresser à la vulnérabilité, à la résilience. Et je me suis alors posé la question de savoir ce que cela changeait de notre vision du monde lorsque nous parlions de souffrance au lieu d'inégalité, de traumatisme plutôt que de violence, lorsque, face au risque environnemental dont on a parlé il y a quelques instants, on pensait en termes de vulnérabilité des personnes au lieu de responsabilité des sociétés, et lorsque, dans les situations de conflit, on était attentif à la résilience des victimes plutôt qu'à la résistance des combattants. Autrement dit, quand souvent l'humanité... Il ne s'agit pas simplement d'une différence de mots, mais aussi d'une différence de regard, une différence de prise en charge. Une seconde. Et vous m'avez perdu à quel moment? Il y a à peu près 3 minutes. C'est ça? C'est-à-dire, je parlais de quoi? 1 minute. Voilà. Alors, on était sur justement la transformation entre
les inégalités en souffrance, voilà, sur le... La question, vous aviez mentionné la question de la résilience des personnes plutôt que... D'accord. Voilà. Très bien. Décidément, nous avons des problèmes, mais j'espère quand même que nous pourrons terminer. Oui, donc la question que j'essayais de poser, c'est que on est plus que là dans une différence de mots, on est dans une différence de regard, une différence de prise en charge, et peut-être finalement aussi une différence de dignité qui est accordée aux personnes. Et je crois que ce qui caractérise le gouvernement humanitaire, c'est d'être toujours sur cette ligne de crête entre l'assistance apportée aux malheureux, qui en fait une sorte de politique de l'inégalité, et la reconnaissance de l'autre comme semblable, qui en fait à l'inverse une politique de la solidarité. Et il me semble qu'il est important de le percevoir pour comprendre à la fois l'ambivalence des gouvernants ou des aidants, qui correspond parfois à ce qu'on appelle une fatigue compassionnelle, qui va de l'indifférence à l'agressivité, et aussi la gêne des gouvernés ou des aidés pour qui le don qu'ils reçoivent n'autorise pas de contre-don, et qui exprime parfois du ressentiment, voire de l'hostilité, à l'égard d'une bienveillance qui devient trop envahissante. Alors c'est pour essayer d'appréhender cette réalité de ce qu'on peut appeler la raison humanitaire, qui est bien plus complexe que la simple expression d'une générosité, que j'ai donc conduit des recherches sur les chômeurs, les demandeurs d'asile et les étrangers en situation irrégulière en France, sur les sinistrés de catastrophes naturelles au Venezuela, sur les victimes de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens et sur les orphelins du sida en Afrique du Sud. Et chacun de ces contextes révélait des logiques spécifiques et pourtant des structures semblables. Mais si j'ai dit que l'humanitaire avait bénéficié d'une légitimité croissante à la fin du XXe siècle, il apparaîtra à chacun que c'est l'évolution inverse qu'on observe aujourd'hui, et c'est même depuis le début du XXIe. Les signes en sont nombreux partout sur la planète, mais pour nous en tenir à la seule région du monde qui est la nôtre, il suffit de voir les obstacles physiques et légaux qu'on oppose aux navires chargés de naufragés de la mer en Méditerranée et les menaces pénales qui pèsent sur celles et ceux qui aident les naufragés de la montagne dans les Alpes. À cet égard, l'insensibilité des politiciens qui se font aujourd'hui procureurs n'a d'égal que le cynisme de ces autres politiciens qui les condamnent tout en développant de leur côté des pratiques semblables. Donc à ces populistes qui avancent à visage découvert ou à visage masqué, il faut opposer, je crois, ce courage de la vérité que le philosophe Michel Foucault évoquait au moment de la crise des boat people en 1981. Il disait « Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il faut refuser le partage des tâches que très souvent on nous propose, aux individus de s'indigner et de parler, au gouvernement de réfléchir et d'agir. » Je crois que le prix qui m'est décerné pour la recherche et l'action sur et dans l'humanitaire est un rappel qu'il nous revient à toutes et à tous de récuser cette division du travail, à la fois réfléchir et agir dans une période où, sans aucun doute, il faut défendre l'humanitaire. Je vous en remercie. Cher Didier Fassin, merci beaucoup de partager ces messages très forts, pleins de sens et qui vont, je crois, qui nous touchent tous. Ici, nos collègues chercheurs venus d'Afrique, nous-mêmes en Europe et vous aux États-Unis. Donc, je crois que ce que vous dites aussi sur, voilà, sur les principaux concepts que vous amenez et ensuite les principales considérations que vous partagez avec nous résonnent très fortement avec certains des dilemmes auxquels, par exemple, je fais face depuis un peu plus d'une année avec le CICR. Et je crois que vos apports, notamment, mais pas uniquement, dans les deux ouvrages que j'ai mentionnés, donc La raison humanitaire et Punir, sont des apports extrêmement précieux pour remettre en cause, questionner nos a priori, nos propres concepts, nos propres approches, et puis tâcher au fond de
de suivre votre appel qui est au cœur même de l'action humanitaire, c'est-à-dire de remettre la personne affectée par une crise, la personne en situation de précarité, de vulnérabilité, absolument au centre, et de remettre sa voix et ses souhaits, ses vœux au centre. Et j'aimerais juste terminer par dire que j'étais la semaine dernière à une visite que nous avons organisée au musée international de la Croix-Rouge avec les responsables du CERN, et ils ont été absolument saisis par une salle qui est la salle des détenus, n'est-ce pas, enfin la salle sur les activités de visite de prisonniers, où ce qui est représenté dans cette salle, c'est uniquement tous les cadeaux que les prisonniers ont fait à des délégués qui les ont visités. Et je trouvais effectivement, en vous écoutant, que c'est peut-être cette manière-là de dire que, voilà, quand on visite des personnes dans des situations d'extrême vulnérabilité, le fait que ces personnes tiennent avec une ingéniosité sans pareille à pouvoir créer des objets d'art absolument magnifiques et en faire cadeau à des personnes qui ne font que leur travail, c'est aussi voilà, une manière d'autoriser et disons, de donner au contre-don sa valeur propre et de redonner par là même une réelle dignité et une humanité à des personnes à qui souvent les régimes répressifs tentent d'ôter toute humanité et dignité. Donc j'aimerais vraiment vous remercier pour votre témoignage, vous féliciter encore pour l'attribution du prix honorifique et bien vous souhaiter une excellente journée de la part de nous tous réunis ici à Paris et au plaisir de vous rencontrer in personam très prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous et merci notamment pour cette belle illustration de ce que le contre-don peut ajouter au don. Et merci donc à la Croix-Rouge et aux personnes qui sont aujourd'hui dans la salle. Merci. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Lydie.